Alors, notre invité, il est invité, mais il est également témoin aujourd'hui. Parce qu'avec lui, on va entamer une série. Je le dis en même temps. On a dit, parler de votre projet. Et comme ça, quelqu'un vous aidera. Donc, je lançais. C'est le projet qui commence. Donc, je lançais. J'ai lancé dans Nectar. J'ai lancé. Alors, on va entamer avec notre très cher invité, Monsieur Daouda, en l'occurrence, une série sur plusieurs semaines sur Nectar pour parler d'un fait avéré qui est également un fait de société et qui touche de différentes manières. On avait déjà commencé un peu il y a de cela 2 semaines avec l'équipe de foot qui était ici sur le plateau et j'avoue que beaucoup d'entre nous avions été secoués par les témoignages qu'on avait reçus. Monsieur Daouda, déjà, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, Wecha. Bonjour, cher membre du Bonjour, plateau. monsieur Daouda. Bonjour, chers téléspectateurs. Ravi d'être encore ce matin avec vous. Merci beaucoup, monsieur Daouda. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir. Alors, aujourd'hui, on va parler de la vie avant et après le handicap. Certains ont compris, avec l'équipe que nous avions reçue la fois dernière, que la personne est venue en étant bien. Un événement malheureux, tragique, s'est produit et la personne se retrouve différemment. Le regard qu'on porte, les préjugés qu'on peut avoir, est-ce qu'il y en a ou pas? On va en parler avec vous parce que justement, vous êtes notre premier témoin, vous êtes vous-même dans cette situation. Et si vous le permettez, monsieur Daouda, on va commencer d'abord par que s'est-il passé? Merci. Je pense que c'est un plaisir toujours de témoigner pour permettre à d'autres personnes en situation de vraiment comprendre les avantages et les inconvénients de ces différentes situations que vivent les humains. En fait, j'ai eu un accident de circulation. Okay. C'était il y a déjà des années. C'était en 2022 et 2002, excusez-moi. 2002, il y a de cela 22 ans cette année. C'était voiture, moto? Oui, c'était un après-midi. Je devais me rendre à l'école autour de 14 heures. Et mon papa m'a interpellé pour m'envoyer parce qu'il avait une ferme agricole et d'élevage. Donc, il y avait les ouvriers qui travaillent là-bas. Donc, il m'a demandé de pouvoir amener un colis au responsable sur la ferme. Donc, la ferme se situait juste derrière notre collège. Okay. Donc, chemin faisant, j'avais un vélo à l'époque par lequel j'allais à l'école et je faisais mes courses. Donc, c'était aux environs de 14 heures. J'allais à l'endroit où on m'a envoyé, où je devais laisser le colis et revenir à l'école. Chemin faisant, j'ai dépassé juste le lycée à peine 200 mètres et sur c'était sur la nationale numéro 1. D'accord? Donc, chemin faisant, il y avait un camion qui me dépassait, c'est-à-dire un demi-titan, les semi-remorques. Donc, on allait vers un tournant. Donc, nous deux, on était dans le même sens. Et il y avait un autre titan qui transportait du ciment qui s'était lancé et il voulait faire le dépassement de l'autre camion qui me dépassait. Donc, automatiquement, il voulait dépasser nous deux. Donc, quand il s'est lancé, comme il y avait un tournant, il y avait un autre camion qui transportait du sable qui venait de devant, mais il ne savait pas. Comme il y avait le tournant, il n'a pas vu. Donc, spontanément, quand il a vu, il faudrait chavirer, rétrograder vers sa droite. Bon, ceci faisant, l'allure qu'il avait prise était, il allait très vite que le camion qui me dépassait. Donc, s'il allait tout juste se ranger derrière le camion, il devait le percuter par derrière. Donc, il a chaviré carrément vers le trottoir. Donc, c'est là où, dans cette situation, il klaxonnait. Quand j'ai tourné, je l'ai vu aussitôt derrière moi où il était droit sur moi. J'ai essayé d'esquiver la voie, j'ai pris le vélo, j'ai sauté, traversé la fossée. Et lui aussi, dans cette situation, il serrait dans ce couloir-là. Donc, j'ai vu la tête, c'est-à-dire la cabine là, me dépasser. Donc, c'est le plateau sur lequel on transportait le truc là, qui m'a pris au niveau de la hanche.
carrément ici. Donc, automatiquement, il a amputé le pied. Bon, les sacoches sur lesquelles on attache les cordes, je portais un par-dessus qui s'est accroché à la chose et il me tirait. Donc, on continuait dans la descente, dans le tournoi. Donc, on a quitté la voie. Tout ce qui était devant, il ramassait. Donc, il a dû cogner une roche qui était au bord de la route à ce niveau-là et il s'est renversé. Donc, à partir de là, j'avais perdu connaissance. Et après un temps, je me suis réveillé. Mais seulement que je ne voyais plus, mais j'entendais les voix des gens. Donc, il y avait toute une foule qui était autour de moi. Je demandais secours, mais personne n'osait me toucher. Bon, j'ai traîné sur les lieux. Hein. Je peux dire j'ai fait plus d'1 heure du temps sur le lieu d'accident. Après tout, il fallait une voiture pour m'évacuer. Donc, tout à l'heure, c'était dans un village, hein, c'est à Gléy. C'est pourquoi la dernière fois, quelqu'un nous saluait ici depuis Gléy. Donc, de là, ils m'ont ramené au CMS de la localité. Donc, au CMS, eux, ils ont dit non, ça là, ce n'est pas faisable. Donc, il fallait m'évacuer à Tapamé parce que c'était le CHR le plus proche. Bon, donc, c'était quelque chose comme ça. Et c'est là où, en ce moment, les gens ont su que c'est moi parce que j'ai dû donner mon nom, comme j'entendais des gens, parce que j'ai entendu la voix d'une personne que je connaissais et j'avais appelé son nom pour attirer plus leur attention parce que les gens disaient, beaucoup doutaient. Comme c'était comme ça, ils ne me voyaient plus bien. Beaucoup doutaient. Donc, j'ai dû interpeller la voix que j'ai connue. Mais donc, c'est-à-dire que vous entendiez, oui, mais j'entendais, mais je ne voyais plus. Mais j'entendais quand même des voix. J'entendais, j'ai pu trier la voix et je l'ai interpellé. Donc, tout à l'heure, d'autres étaient allés informer mes parents à la maison. Et donc, ils étaient allés sur les lieux au moment où on m'avait déjà ramené au CMS. Le papa était venu. Et là, il voulait même rentrer dans la voiture. On l'empêchait de le faire. Parce que les gens voyaient qu'il ne pouvait pas supporter l'image qui était là. Mais il a insisté. À un moment donné, j'ai dû parler de lui laisser rentrer. Donc, il est rentré. C'est lui qui m'a tenu parce que ça m'a même blessé ici où les intestins étaient visibles. Donc, quand le papa était là, il a pris sa main, les trucs, pour couvrir. Donc, c'est là où on m'évacuait. Bon, chemin faisant, je pense qu'il m'encourageait toujours pour tenir le coup. On est allé, on a à peine 15 km à un moment donné. Je lui ai dit que non, que je ne pense pas que je pourrais vivre parce que je ne peux plus tenir le coup. Il m'a dit non, de ne pas le dire et que je vais vivre, je serai là. Il m'a fait plein de promesses en ce moment. Ça me retenait, mais à un moment, je lui ai dit non, vraiment, je ne peux plus. Et là, je ne parlais plus. J'étais rentré carrément dans un coma où je me suis réveillé 7 jours après. 7 jours après, c'était dans un centre à Dacha, Saint-Joseph de Dacha. Donc, c'était là-bas. Je me suis réveillé. Bon, à ce moment, j'ai tout oublié. C'est par après que des images ont commencé à venir. Donc, c'était quelque chose comme ça. Au réveil, quelques jours après, je pense que le premier jour, je n'étais pas trop lucide, mais le second jour, je voyais que je n'étais pas dans un environnement de maison. Je commençais pas à poser des questions, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? On me dit non, mais tu as eu une blessure et nous sommes à l'hôpital. J'ai dit, bon, c'est si grave jusqu'à j'ai été hospitalisé. On dit oui. Vous vous souveniez de rien? De rien du tout. En ce moment, je ne savais même pas que j'avais perdu toute ma jambe. Rien du tout. Donc, les jours, je pense au 3e jour, et je me rendais compte que quand les gens me visitent, ces personnes pleurent. Donc, je voyais que c'est comme la situation est grave. Parce qu'en ce moment, je n'étais même pas encore conscient de ce qui se passait. Donc, après un moment, j'ai appelé mon père parce que c'est lui qui arrivait à supporter la situation. Il arrivait à me parler concrètement. Et je lui ai dit, papa, je voulais que tu me dises la vérité. Qu'est-ce que j'ai eu exactement? Parce que je vois que quand les gens viennent, les gens pleurent. Si ce n'est pas grave, ça ne peut pas être ça. Parce qu'il m'a parlé d'une plaie. Il dit que oui, bon, en fait, c'est un accident que tu as eu, ça a cassé ta jambe. Mais il ne m'a pas dit que le pied n'existait même pas. Le pied n'était même pas, pour moi, peut-être c'est une fracture. Parce que dans mon état au lit, je sentais toujours la présence du pied. Je sentais le pied en bonne état. Je touche même, mais c'est comme s'il n'y avait rien. Je ne sentais pas encore l'absence. Donc, c'est au 4e jour,
Mais je ne pouvais même pas aussi me lever pour voir. J'étais toujours couché dans l'autre sens. Et c'est là où il m'a dit que oui, effectivement. Je l'ai dit que c'est comme, je sentais le pied là, plus gros même que le pied qui était là. Je le sentais, je l'ai dit, ben, le pied est enflé ou comment? Et il m'a dit que oui, bon, en fait, dans l'accident, le pied est cassé et carrément, tu l'as plus. J'ai dit quoi? Il dit oui, mais c'est difficile, mais ça va aller. Lui, il est là et il fera de tout son possible pour que je ne sente pas ce vide-là. Bon, il disait, mais je voulais savoir. Et c'est là où il a pris ma main, il a touché, il a tapoté, c'était des bandes, donc je voyais qu'en réalité, c'est comme il n'y avait rien. Donc quand je touche celui-là, je le ressentais. Bon, et c'est là où je lui ai dit que je veux voir, d'appeler les médecins pour voir. On va monter un peu le lit. Tout de suite, quand ils sont allés, ils se disaient, mais pourquoi on m'a déjà annoncé et tout. Le papa dit que non, que je posais trop de questions. Donc, il était obligé, il ne voulait pas me mentir. Bon, ce qui fut fait, on a remonté un peu, de sorte que je voyais un peu vers le bas, et je me rendais compte que je n'avais qu'une seule jambe. Bon, tout de suite, je pense que c'était comme un fiasco. Tout était s'arrêter. C'est comme c'est la fin du monde, en fait. Bon, mais les jours qui ont suivi, je pense que je n'ai pas duré dans cette situation parce que, quelque part, je le dis toujours, ma chance, c'est que j'avais des parents vraiment présents. Ils étaient vraiment présents et mon papa, surtout, a joué un très grand rôle. Parce que c'était monsieur fort, il était là et pour lui, c'est comme si rien ne s'était passé. Mais tu sens qu'il faisait le garçon. Voilà. C'est sûr qu'il devait pleurer. Bien sûr, il a eu à le faire plusieurs fois. Et bon, c'était une situation comme ça. Et puis, les soignants qui venaient me prenaient d'une manière, vous voyez l'accueil et comment on me traitait. Bon, je trouvais que quelque part, je suis toujours utile aux yeux des gens. Donc, il faudrait laisser tomber cet aspect et faire face maintenant à la vie. Donc, j'ai fait 1 mois. On a pris 1 mois karma pour laver la plaie, enlever les déchets et tout. La plaie était totalement béante. Bon, en ce moment, je faisais face à la réalité. Et les jours suivants, on a après tout fait le greffage. Et tout s'est passé bien. J'ai fait des mois à l'hôpital. Et ensuite, à peu près combien de mois? J'ai fait 3 mois. Mais quand vous parlez 3 mois, moins de 4 mois. De greffage? Oui. Le greffage, en fait, c'est on prend la peau sur ta chair quelque part pour pour coller ça sur la plaie. Ça permet une cicatrisation rapide, en fait, de plaie. Voilà. Okay. Donc, on a dû prendre sur la cuisse saine parce qu'on trouve là où on peut vraiment trouver de la peau et mettre ça au niveau de la plaie pour une cicatrisation rapide. Donc, le greffage a été fait après 1 mois. Et bon, j'ai continué encore des mois au centre. Et bon, après, j'étais rentré à la maison. Donc, je faisais la classe de 4e, en fait, en ce moment-là, quand l'incident s'est posé. Donc, je n'avais pas fini l'année de 4e. Bon, mais quand j'étais réveillé, je demandais toujours les leçons. J'avais des frères et des amis de classe avec qui j'étais très bien, qui copiaient, ou soit des fois après les cours, les parents photocopiaient, on m'amenait à l'école, et à l'hôpital. Donc, j'ai cherché à composer. Mais l'établissement avait dit non, quand tu vas revenir, on va t'évaluer. Parce que j'étais là-bas, mais je ne voulais pas perdre mon année scolaire. Voilà, c'était carrément 3e trimestre que je n'ai pas fait. Donc, c'était comme ça. Et après, c'était la libération. Je suis revenu à la maison. Ce jour-là, c'était une grande fête dans le village. C'était vraiment extraordinaire. Et je pense que tout ça m'a... Je me suis senti conforté, une personne autre que celui que j'étais. Bon, c'était une fête qui a duré 3 jours. 3 jours, tout le village était là-bas. Et puis, quand j'étais à l'hôpital, les gens quittaient d'un peu partout pour venir voir. Parce que quand on dit que la jambe n'est pas là et tout, c'était bizarre aux gens. D'autres se déplaçaient sur des kilomètres pour arriver et voir vraiment si c'est vrai. Donc,
c'est la situation à laquelle j'ai fait face à l'hôpital. Après, c'était la libération. Donc, je suis revenu à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la maison, c'était, comme je vous le disais, il y avait eu toutes les communautés. Parce que dans la localité, bon, je suis musulman de naissance et tout. Mais notre domicile est juste collé à la mission catholique. Ah. Donc, le couple humain, je l'ai fait à la mission catholique. Donc, je suis ami aussi des pères parce que tout le temps, on est dans l'enceinte là-bas avec eux. Donc, quand ça s'était passé, le père disait non, c'est son fils, c'est lui qui va aller le chercher. Le responsable lui-même disait non, c'est... Oh là là. Et puis, c'était comme ça. Et on avait nos parents traditionnels, on avait un grand-père, quand il y a des rituels, c'est lui. Lui disait que c'est lui qui devait aller aussi me chercher. Donc, c'était un conflit. On est venu me demander qui va venir me chercher. J'ai dit de les dire de venir tous s'ils veulent. Soit ils attendent et le papa même va m'amener. Mais en fin de compte, c'était le père catholique qui était M. Otto, le père Otto, père à son âme, qui était venu me chercher. Et j'étais arrivé. Mais avant de rentrer à la maison, le grand-père traditionnel avait fait des rituels. Donc, les prières avaient commencé quand même par le groupe musulman. Et puis, c'était vraiment une ambiance totale. Mais, fini l'ambiance, une autre réalité réapparaît. Parce que je fais maintenant face à la vie quotidienne. Parce qu'en ce moment, d'abord dans le centre, j'ai appris à aller en fauteuil roulant et tout. Je bougeais beaucoup. Donc, je suis revenu. Et les visites, il y avait des visites. Et les situations que je vivais difficiles, c'est quand les gens arrivent et commencent par pleurer. Tout de suite, je me posais beaucoup de questions. Mais ils pleurent pourquoi? Donc, je ne suis plus humain ou comment? Et puis, d'autres parlent même devant toi. Beaucoup sont venus et disent, mais cet enfant-là, on l'a gâché comme ça pour ses parents. Wow. Bien sûr, devant moi, on a gâché sa vie comme ça pour ses parents. On va prier que ses parents vivent longtemps pour pouvoir prendre soin de lui. Donc, tout à l'heure, mais aujourd'hui, je comprends, en fait, c'est des personnes, c'est pas facile pour eux aussi. Ils s'expriment. Mais c'est des coups, c'est des chocs que je recevais directement. Et puis, il y avait un fait qui m'a aussi marqué. C'était mon grand frère. J'avais un frère aîné. Le jour de la célébration tout entière, on ne l'a pas constaté parmi les gens. À un moment donné, je me suis rendu compte que ce monsieur-là, il n'est pas là. Il est allé quelque part ou comment? Donc, à un moment, j'ai essayé avec le fauteuil, j'ai appelé notre frère. Il m'a poussé juste, on est sorti de la maison. Et je l'ai vu derrière les bâtiments quelque part. Le monsieur était seul en train de pleurer. Je me disais... Bon, ça m'a vraiment marqué. Et puis tout à l'heure, j'ai oublié ma propre situation. Je me suis dit, toutes ces personnes-là, il faudrait que je les défie. Yeah. Parce que nous sommes rentrés en vacances. J'étais revenu quand c'était les vacances. Bientôt, les rentrées étaient venues. Tous ceux qui disent, mes parents ont perdu, les gens viennent, cet enfant qui est intelligent à l'école comme ça, c'est fini comme ça, ainsi de suite. Bon, intérieurement, je me disais, vous ne savez pas ce qui vous attend. Et de là, quand la rentrée est venue, comme promis, on devait m'évaluer pour que je passe à la classe supérieure. Ils ont fait le conseil, ils ont décidé que je reprenne la classe de 4e. Mon père est venu m'annoncer, j'ai dit non, moi je ne reprends pas la classe de 4e, je dois passer en 3e. Le papa dit non, c'est rien, tout à l'heure tu vas voir. Il dit, papa, laisse tout ce que tu es en train de faire là. Je dois faire la classe de 3e, soit je ne fréquente pas. Donc la rentrée est arrivée, premier jour, deuxième jour, je suis à la maison. J'ai refusé de reprendre la classe. Donc je lui ai dit, soit on change d'établissement ou je vais faire la 3e. Donc mercredi, je ne sais pas comment ils ont fait, ils se sont revus parce qu'il y avait des enseignants qui soutenaient quand même, vu mes compétences, à passer à la classe supérieure. Et ils sont revenus. Et le papa est venu que, bon, on dit de venir, tu vas faire la classe de 3e. J'ai dit, c'est mieux pour vous. Et c'est là où on m'a mené en classe de 3e et on a démarré l'année scolaire. Donc, je pense les débuts n'étaient pas vraiment faciles. Le premier trimestre, j'avais eu 8. J'étais 17e sur un effectif de 63. Donc, c'est là où... Vous pensez que c'était dû à quoi? Est-ce que quand vous êtes arrivé, le corps enseignant, vos camarades, est-ce qu'ils ont eu aussi les mêmes comportements? Non, ça n'a pas été facile parce que d'abord, j'étais devenu l'objet du regard. Voilà, quand tu passes partout, il y a tous les regards sur toi.
Et puis, ce n'est pas facile d'être dans une foule, d'avoir mis les gens face à ces genres de situations. Donc, je ne pouvais même plus aller quelque part seul. Il faudrait que je sois accompagné. Donc, là aussi, en fauteuil, il y avait un frère qui était là, toujours là, qui m'aidait dans ces déplacements. Mais pour aller à l'école, c'est papa qui m'amenait. Donc, on amène le fauteuil et j'utilise ça à l'école. Donc, finalement, j'avais 2 fauteuils. Il y avait un à l'école et un à la maison. Mais bon, comme je me déplaçais aussi avec les cannes, après juste une semaine, j'ai dit que je n'utilise plus le fauteuil. Wow. Je préfère aller en canne. On dit non, j'ai dit non. Donc, on amène quand même le fauteuil roulant, mais je ne l'exploitais pas. J'étais beaucoup plus à l'aise avec les cannes parce que je souhaitais aussi marcher avec les amis, c'est-à-dire avoir une vie normale. Avoir une vie normale, quoi. Voilà. Donc, après tout, j'ai parlé avec papa. Il venait toujours, il est là, il attend à l'école. Ma sortie, s'il n'est pas là, s'il est pris par le boulot, on envoie toujours un frère. Il y avait toujours des gens présents. Je l'ai dit à un moment donné, il faut qu'il arrête ça. Je veux aussi me déplacer avec les camarades. Voilà, on va causer en chemin. Voilà, c'est ce qui avait commencé. Et à l'école, je pense que l'année est allée, je me suis lancé. Au second trimestre, j'ai eu 10. Et puis, au troisième trimestre, c'était vraiment le sommet. Et à la fin de l'année, je fus premier. Et c'est là où tout le monde disait, tu es sorcier, tu es sorcier, tu es sorcier. Là, je me voyais vraiment dans mon existence parce que les objectifs que je m'étais assigné, je me disais que vraiment, je les ai prouvés quelque chose. Même si je n'ai pas un pied, je pense que je vaux beaucoup sur certains plans. Bon, donc, c'était comme ça. Après le BPC juste, il y avait les oncles des personnes de gauche à droite qui souhaitent que je vive chez eux pour continuer le lycée parce que dans le village, là-bas, il n'y avait pas le lycée. Donc, je devais me déplacer. Donc, c'est comme ça que je suis venu à Lomé. J'étais chez un oncle et j'ai commencé la seconde, j'ai fait la seconde S, c'est-à-dire toutes séries confondues. Donc, en première, on m'a classé en D. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon bac. Après tout, et j'ai continué à l'université. Au premier abord, j'avais commencé en sciences biologiques. Okay. Voilà, j'ai fait 2 ans. Et bon, j'ai rencontré une fois un monsieur qui m'a demandé par rapport à mon état et tout, quels sont mes projets de vie, en fait. Quand il m'a vu à l'université, c'était un des professeurs. Et quels sont mes projets de vie, pourquoi je suis ici. Bon, quand je l'ai expliqué, il voyait que j'étais pas sur ma trajectoire, en fait. Voilà, parce que les objectifs que j'avais, ce n'est pas là où je devais les trouver. Donc, tout à l'heure, il m'a dit de passer l'école des assistants médicaux. Parce que au début, je souhaitais, quand j'étais, même quand j'ai commencé au collège, j'ai toujours souhaité être journaliste. C'était ça ma vocation. Mais après l'hospitalisation, les soins, j'ai eu de la passion pour le corps médical. Et c'est là où je désirais changer. Et il m'a dit, si c'est ça, il faudrait que tu penses que tu peux passer le concours des assistants médicaux et tout ça. Et ça serait mieux pour toi. D'accord. Donc, j'ai fini quand même la deuxième année où je réussissais, mais quand même, j'étais allé passer le concours. J'avais réussi aussi. Wow. Après la réussite, j'ai été convoqué par un responsable. Vu mon état et tout, on a vu que c'était difficile, ça serait compliqué pour moi de pratiquer le métier. Parce qu'ils m'ont dit qu'on pouvait être affecté dans un centre, vu ton état, un patient qui tombe ou quelque chose comme ça, où on amène, il faut le soulever, il faut le déplacer, ça va vous déranger. Donc, ils pensent que j'ai réussi, bien sûr, mais je ne peux pas continuer dans ce domaine. Le jour-là aussi, quand j'étais rentré, j'ai dit, mais à quoi ça sert tout ça là? Mais bon, tout de suite, il m'avait fait aussi des propositions. Et j'avais un oncle qui m'avait aussi fait les mêmes propositions, donc ça se rejoignait. Et c'est là où j'étais retourné déposer mes dossiers pour l'étude à l'école de psychologie. Yeah. Bon, en ce moment, je ne maîtrisais pas même vraiment ce que c'était. Parce que depuis que j'avais eu le bac, il y avait un oncle qui enseignait dans l'école là-bas, qui a souhaité que je fasse ce cours-là. Et bon, donc c'est comme ça, c'est parti. J'ai finalement fait ma formation. Et chemin faisant, ça a marché pour moi aussi.
Aujourd'hui, je trouvais que c'est l'école que je devais vraiment faire. La psychologie. Donc, on dirait la nature m'a Oui. tourné et allait me déposer là-bas. Bon, c'est comme ça. Et après mon premier parcours, j'étais déjà rentré dans le volontariat, mais quand même, je continuais toujours à l'université. Donc, j'étais affecté au centre hospitalier de Noche, où j'ai fait 4 ans avant de réussir au concours de l'État. Et c'est là où l'affectation m'a ramené à Lomé, au Centre national d'appareillage orthopédique. Là encore, je me suis dit, il y a une mission que tu dois assumer parce que ceux qui ont fait l'affectation ne savaient pas que je suis une personne amputée. C'est ça. Maintenant, on me laisse là où on prend en charge les personnes amputées, toute autre forme de handicap et d'autres formes de pathologie. Je disais, il y a un chemin qui est tracé pour toi et il faudrait que tu saisisses cette opportunité pour en être utile à ta communauté. Donc, je peux dire aujourd'hui, c'est comme ça, c'est parti. L'association pour personnes amputées est mise en place au Togo par d'autres personnes qui étaient là au centre avant moi. On a mis en place. Et c'est de là que la proposition des activités sportives ont commencé. Au début, d'autres voyaient ça bizarre, mais aujourd'hui, ils ont compris. Beaucoup avaient la honte de venir parce que quand ils quittent les maisons pour aller au sport, c'est bizarre d'abord pour leur communauté pour dire que toi, personne amputée, tu es au sport. Tu es au sport. Ou bien personne handicapée, tu es au sport. C'est bizarre pour eux, mais bon, je pense que de nos jours, ça commence par rentrer dans la norme, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce que je peux dire en résumé, traversé au cours de mon parcours. Je crois que nous tous ici, là, on est sous le coup j'ai parlé d'émotion, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort. C'est ça. Vous avez ce message pardon, qui dit bonjour, s'il vous plaît, saluez mon frère Bagna. J'étais à Gléy en ce moment, lorsque vous avez fait, voilà. Et ça nous a tous beaucoup touchés. Dieu merci qu'il est vivant. De la part de M. Kodjo Jangé, depuis la Guinée équatoriale. Merci. Good morning. Bro, I am crying hearing your sad history. So sorry. Emmanuel Apeti from Accra, Ghana. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Mon Dieu, quelle histoire. Oui, ben, vous me rejoignez. Vous avez tellement de... Je ne sais pas, ça va être compliqué parce que les questions nous brûlent les lèvres et il y a aussi les téléspectateurs. Je vais tenir, il ne reste plus beaucoup de temps. Aïcha, on tient parce qu'on va faire une belle émission. Voilà. Vous êtes psychologue. Bien sûr. Est-ce que vous avez eu une grâce extraordinaire? Donc, vous comprenez que tous les matins, quand je dis remercions Dieu, c'est que Dieu est au-dessus des êtres humains. Parce que la question que je vais poser, je suis sûre que vous allez me dire non. Est-ce que depuis que vous avez eu, parce que c'est terrible ce que vous avez vécu, arrivé à l'hôpital, ensuite le coma, et vous vous êtes réveillé, finalement vous êtes rendu compte qu'on vous avait amputé. Est-ce qu'on vous a dirigé vers un psychologue? Non, je n'ai pas eu accès à un psychologue. Mais vous avez eu un papa qui s'est vraiment montré fort. Et ensuite, parce que moi-même depuis, je ne sais pas pour vous les amis, mais je me demande d'où vous-même vous avez tiré cette force de caractère. Ah, monsieur Daouda, on peut être comme monsieur Daouda. Pourtant, Bachela dit que Daouda, là, c'est l'amoureux. Hein? On comprend que votre papa, vraiment, il vous aimait. Vraiment. Mais vous avez vous-même tiré une forte force de caractère parce que ce que vous dites là, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, vous n'avez pas eu un suivi psychologique? Non. Je n'ai pas eu un suivi psychologique parce qu'à l'époque, d'abord, il n'y en avait pas assez dans le pays parce que c'est une science nouvelle qui est arrivée et c'est de nos jours que assez commence par sortir de nos universités. Maintenant, d'accord, vous n'avez pas eu de suivi, mais vous-même, est-ce que, parce que vous avez dit que vous ne voyez plus, et puis ensuite après, il y a eu le coma, vous êtes revenu, est-ce que, tout à l'heure, vous nous avez raconté comment l'accident s'est passé, quand vous avez commencé par avoir des réminiscences de l'accident, parce que, vous l'avez dit, le camion, enfin, c'est pas à l'hôpital on vous a amputé, c'est le camion qui... Non, c'est sur le lieu. Le pied était à 100 mètres de là où
on a trouvé mon corps. Donc, on a pris le temps pour chercher le pied. Moi-même, j'étais à l'hôpital. C'est plus tard qu'on a retrouvé... Parce qu'on cherchait le pied là où le corps était. Alors que le pied était... La jambe était très loin, quelque part. D'accord. Très loin, quelque part. Ok, mais parce que vous en parlez et nous, on est trop... C'est normal. Voilà. En fait, effectivement, les réminiscences, parce qu'au réveil, à partir du 3e jour, d'abord, le clic m'était venu quand les forces de l'ordre étaient venues. Ils étaient venus pour me questionner par rapport à l'accident. Bon, quand j'ai vu les corps habillés, ils me demandaient comment ça s'est passé. Bon. Tout à l'heure, je ne me retrouvais pas par rapport à leurs questions. Ils demandaient au père, mais c'était quoi? Mais partant de là, les flashs commençaient par me revenir. Je voyais toujours l'image de, comment ça s'appelle, le camion. Au moment où il a klaxonné, j'ai tourné le regarder comme ça et je voyais qu'on était déjà... Il n'y avait pas vraiment du temps pour faire quoi que ce soit. Cette image me revient. Et de nos jours, je pense que ça me vient que lorsque je parle de ça ou j'essaie de me rappeler. Sinon, j'ai eu ces flashbacks-là pendant un temps. Pendant un temps, ça m'a suivi au cours des années. Quand je suis là ou des fois, quand je suis en circulation, je vois le camion, ça me vient toujours. Ça me vient toujours. Quand je suis dans les parages de cet endroit où je vois une situation d'accident, c'est des images qui me revenaient toujours et toujours. Mais bon, je dirais que par la grâce divine, j'ai pu le gérer à ma manière. Et je pense que ces efforts-là, c'est surtout le soutien familial que j'ai reçu. Hein. Parce qu'il y a une précision que je devais donner. Au moment où j'ai fait mon accident, ma maman était enceinte. La dernière chez notre maman. La grossesse était déjà autour de 7 mois et tout ça. Donc, quand on a amené l'information à la maison, elle n'a fait que se jeter au sol, tout, parce que celui qui a donné la première information a fait comprendre que j'étais mort. Et que le titan m'avait carrément écrasé la tête quelque part. Ainsi de suite. C'est une information que lui a amenée à la maison. Donc, c'était du fiasco total. Voilà. Donc, plus tard, quand on a su que j'étais là et à l'hôpital, les jours qui ont suivi, la maman a fait des malaises. On a dû l'hospitaliser dans le même centre hôpital que moi-même. Donc, en ce moment, moi, j'étais réveillé. Quand elle aussi, donc, elle a dû accoucher. Voilà, la Benjamin, c'est elle qui était venue ici. Voilà. Donc, c'est comme ça, elle est née. Et en ce moment, je pensais plus à ma mère qu'à mon propre sort. Donc, ça fait que tout à l'heure, je me suis oublié, mais c'est son état qui m'inquiétait. Donc, pour lui donner le sourire et ne pas plonger plutôt, je faisais celui qui était serein. Voilà, c'est comme ça, c'est parti. C'était une histoire mélangée. Et maintenant, avec le soutien de papa et plus tard, la maman, elle allait mieux. On les avait libérés, elle est rentrée à la maison. Donc là, bon, c'était un fardeau qui était élevé. Et bon, on a continué le chemin. Donc, je peux dire que le soutien familial fut d'une grande importance, d'accord, pour peut-être cette force-là, que je peux dire dont je fais preuve de nos jours. Et ça m'a lancé. Et maintenant, les expériences de vie. Mes amis d'enfance aussi, hein, ce furent des personnes qui ont été présentes. Parce que c'était des gens, ils étaient disponibles pour moi. Mais vous, Dieu a tout placé pour vous, on dirait. Je peux parce que justement... Au début, ils avaient des difficultés. Quand ils sont avec moi, ils avaient des remords. Mais ils ont fini par s'habituer à moi. Et on était là. Donc, je ne souffrais pas trop de grand-chose, en fait. Quand même, c'est le regard des gens, quand tu passes ce que les gens disent, tout ça, c'était les difficultés beaucoup plus que je vivais au cours de mon parcours. Sinon, votre entourage n'a pas vraiment... Non, tout à l'heure, ils se sont adaptés. Et ils vous ont soutenu. Ils m'ont soutenu. Alors, M. Daouda, vous passez le BEPC, seconde, première, terminale. Moi, je suis maman de garçon, hein, donc je m'en vais à l'université. Je ne reste pas au lycée parce qu'au lycée, là, ils doivent avoir le bac. Voilà. Voilà. Qui veut parler? Vous avez intérêt. Vous tombez amoureux. Bien sûr. D'accord. Comment ça se passe? Donc, comme tout être humain,
je tombe amoureux, j'approche les filles qui me plaisent. Je vais toujours me servir de cet exemple. Je pense que je suis une personne d'abord, même avant mon accident, j'étais ami des filles. C'est-à-dire, même à l'école, tu vas voir dans notre classe et tout, les filles de la classe étaient toujours mes amies. Donc, après que ça s'est passé, même mon accident, plus tard, je pense que sur ce plan-là, beaucoup de choses n'ont pas changé. Et j'ai continué, quand je trouve une personne qui me plaît, je vais vers la personne. Bon, il y a des personnes que j'approche, qui ne sont pas d'accord de se mettre en relation avec moi, soit parce que la personne est déjà dans une relation, bon, soit la personne ne s'est pas intéressée. Mais au même moment, il y a d'autres aussi qui s'intéressent à moi. Donc, depuis longtemps, je n'ai jamais mis ce complexe-là de penser que, comme je suis amputé, je ne peux pas avoir une femme ou peut-être la femme va me considérer autrement. Non. À vrai dire, sur mon passage, je n'ai jamais eu ce complexe-là. Vous avez brisé des cœurs. J'exprime toujours mes sentiments. Un mental, mais c'est M. Daouda, quoi. Je peux dire que sur ce plan, je ne sais pas, mais c'est rare que je rate aussi. Ouais. Bon, ça. Non, mais rejoins, venez. Non, mais venez. Non, mais comment? Bon, ça. Donc, c'est rare que vous ratez. C'est rare. Donc, tu rates tout le temps, mon oncle. Masterclass de non-ratage. Donc, avec la suite, la responsabilité a fait qu'à un moment donné, il faut ne pas faire de bêtises. Il faut passer à la responsabilité. Donc, c'est là où le mariage est rentré. Et bon, donc, je fais ma vie tranquille. Je me rappelle un jour, on était allé quelque part et il y avait un monsieur, il demandait à sa copine que c'est ma soeur. J'étais allé avec madame et il disait c'est sa soeur. Lui dit que non, que c'est sa femme. Il dit, ah bon, lui, il a gagné une jolie fille comme ça. Tout à l'heure, je me disais, mais... non, mais il a dit fort, vous avez entendu? Oui, il a dit, j'ai entendu, mais je ne sais pas de quoi il parlait, mais à un moment, j'ai entendu quand il parlait. Donc, plus tard, que celui avec qui il était aussi est venu, lui me racontait, comme lui aussi me connaissait, il me racontait la question que l'autre lui posait. Donc, je le dis souvent, et par rapport aux sentiments, vous savez, la nature est complexe. Dieu sait comment il fait les choses, en fait. Oui. Ça fait que je dis la plupart du temps aux personnes en situation de handicap que les difficultés beaucoup rencontrent sur certains plans, en fait, c'est eux-mêmes qui génèrent ces difficultés-là. Parce que lorsque tu vas avec des réserves, ton karma même va agir avec réserve. Oui. C'est comme ça. Il faut être confiant sur tout ce que l'on a à faire dans la vie. Sinon, à vrai dire, je n'ai jamais souffert de cet aspect de je suis handicapé, je vois une fille qui me plaît, j'ai peur de l'approcher. Non. Non, vous allez. Non, et puis vous-même, vous avez dit, vous ne ratez pas votre cible. Non. C'est difficile. Monsieur Daouda, nous connaissons Madame Daouda qui est une femme extraordinaire qui nous a fait une très jolie surprise sur ce plateau-là en off. Donc on fait de gros bisous à Madame Oudouka nous suivre. Monsieur Daouda a tiré et comme le... Oh, monsieur, vous êtes Barça. Si vous dites autre chose ici, là, ça va vous marquer. Vous êtes... Non, je suis madrilien. Je suis madrilien. Ah bon, hein? Bien sûr. Non, mais on a eu chaud la dernière fois. Jusqu'à Barça. Alors justement, voilà. Vous pouvez voir. Et donc, comme je l'ai dit, nous ne sommes qu'à la première phase du témoignage de M. Daouda. Et cela va aller comme ça sur plusieurs émissions parce qu'on a besoin, on avait eu du plaisir à recevoir la présidente de l'association des sourds-muets, aussi du Togo, et le handicap, ce n'est qu'un handicap en fait. Désolée de le dire de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intelligente, n'est pas belle, n'est pas normale, et qu'elle... Enfin, ce n'est qu'un handicap.
Désolée, là, ce ne sont pas mes cheveux naturels, quoi. C'est comme si j'enlève ce que j'ai sur la tête et que voilà. Donc, il y a quand même, il y a une vie. Il y a une vie et une vraie vie, mais en toute honnêteté, vous, sincèrement, comme le dit M. Vignon, votre caractère, il est autre. Ou bien votre mental ou votre mindset. Je prie d'avoir ce mental un jour. Je prie le Seigneur d'avoir ce mental un jour. Notre frère qui roule le camion, là. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire, Madame Aïcha? Madame Aïcha, ne nous emballons pas. Continuons tranquillement. Vraiment, je n'ai même pas fini. Oh, c'est grave. Continuez, Madame Alors, Aïcha. donc, vous avez plusieurs messages, je vais en lire quelques-uns, hein, mais comme on l'a dit aujourd'hui, on n'a pas assez de place à l'écran, donc on n'a pas mis partie 1. Voilà. On va avoir la deuxième partie et vous allez pouvoir poser, ou il va répondre à toutes vos questions. Bonjour à vous tous. Bonjour. Son passé nous a beaucoup marqué. Pourtant, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est encore vivant. Il fut membre de l'AMESPO, amicale des élèves et étudiants pour la préfecture de Logou, de la part de Somane Aymar. C'est ça, hein? Monsieur Somane Aymar depuis Atakpame. Merci beaucoup, Monsieur Somane. Alors, on a ce message qui dit bonjour. Bonjour. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir le contact de la part de Monsieur Franck depuis Libreville? Monsieur Daouda, contact. 90 84 91 79. 90 84 91 79. Alors, 90. Oui, c'était de 228. 84 71. Non, 91. 91. 79. 79. Oui. Voilà, donc on a ce autre message qui dit coucou à vous tous. Bonjour. Je suis extrêmement motivée. Je n'ai pas vécu cela, mais j'ai tendance à jeter rapidement les bras, ou bien plutôt à baisser les bras. Donc, je suis extrêmement motivée. Vous êtes un homme fort. Oui, merci. Voilà, c'est ça. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je me nomme Bastou. Je tiens à féliciter le frère d'avoir affronté les difficultés de la vie. Okay. Vraiment, s'il pouvait me donner son numéro pour pouvoir être en contact avec lui, cela me fera plaisir. Merci à vous tous de m'avoir redonné de l'espoir. Merci. Eh bien, il a donné le numéro. Il va le redonner encore une fois, Monsieur Daouda. D'accord. 90 84 91 79. 90, 84, 91, 79. C'était la première partie de ce thème que nous engrangeons dans Nectar, une vie avant et après le handicap. Et pour toutes ces personnes-là, franchement, moi-même, ma soeur est là, Monsieur Daouda. Si vous n'aviez pas déjà madame, comment ça? Vous n'alliez pas rater. Merci beaucoup, Monsieur Daouda, d'avoir accepté de partager avec nous votre histoire. Et on se retrouve demain. L'émission est déjà terminée. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. On vous aime fort. Battez-vous. Battez-vous. Ne baissez pas les bras. Tout est possible. Bye bye et à demain.